Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse de Ether, on fera l'order flow, on fera une analyse aussi sur les altcoins et la Bitcoin de dominance. Pas mal de choses à dire, on verra qu'on est dans une grosse zone d'indécision, où c'est pas facile de prendre des décisions, et je vous présenterai moi qu'est-ce que je chercherai à faire, et mon plan pour la semaine qui arrive sur le marché, surtout sur le BTC, parce que hier je vous avais montré 3 actifs que je surveillais pour cette semaine. Alors le BTC, on va avoir notre clôture weekly, qui est assez encourageante, dans le sens où juste d'un point de vue pattern, ici on ravale en corps de bougie, hein, pas sur les mèches mais juste encore, on ravale les 3 précédentes semaines, donc c'est un signal qui est assez intéressant, surtout on vient prendre la liquidité, donc et on prend la liquidité et en plus on ravale, on a un pattern qui est assez intéressant. Maintenant pourquoi je vous dis on est dans une grosse zone d'indécision, c'est que on n'a pas encore de réel signe de reprise, on a toujours cette divergence, double divergence baissière qui est validée sur le MACD, d'accord, qui nous montre que on a un essoufflement global des acheteurs et on n'a pas de retour. Donc certes, ça c'est un premier signal encourageant, mais ça peut être trop tôt. Après, ça dépend toujours si vous avez plutôt un profil agressif ou pas. Moi, d'un point de vue investissement long terme, hein, je vous l'ai toujours dit, mais la zone qui m'intéresse, c'est les 21 000 $. Voilà. Alors maintenant, clairement, ici, on peut être sur une zone d'opportunité long terme parce qu'on est sur un niveau de support. Moi, je cherche pas à renforcer ici parce que je suis déjà exposé sur le marché, je suis déjà rentré avant sur le marché, etc., sur le BTC ou même sur les altcoins. Donc voilà, je suis déjà exposé. Ma balance cash crypto, voilà, pour le moment tout se passe bien. Je suis pas surexposé non plus, hein, mais je suis quand même exposé au marché et je n'ai pas besoin de renforcer ici. Maintenant, dans le scénario où je serais 100% cash, je n'aurais aucune crypto et je me dirais est-ce que maintenant c'est un moment d'entrée, personnellement, si j'étais dans cette situation, je chercherais plutôt ici à rentrer parce qu'on est quand même sur un gros niveau de support. Mais vu que je suis déjà bien exposé, soit le marché part et tant mieux, mon portefeuille spot en profite, soit on a un retracement, on revient chercher cette zone là, et ici j'aurai clairement une zone intéressante pour renforcer davantage que ce soit sur du BTC ou sur de l'Ether. Donc vous voyez, on est dans une décision, d'un point de vue technique, prendre des décisions là c'est compliqué, on a un peu tout ce qui se contredit, et même sur du court terme, on verra qu'après, order flow et même technique, ça se contredit pas mal. Donc voilà, ici, signal encourageant, mais pas vraiment, voilà, c'est pas comme si qu'on avait une grosse structure de bottom. Ce genre de pattern, c'est encourageant quand on a un ravalement. Par exemple, ici on a eu un ravalement baissier, on voit que ça nous a provoqué plusieurs baisses par la suite. Ici on a eu également un ravalement baissier. Voilà, c'est des patterns qui sont assez encourageantes, mais qui donnent des signaux agressifs, d'accord. C'est-à-dire que se placer sur un pattern de juste de ravalement, ça peut être assez juste, d'accord. Moi je préfère clairement les structures en W comme on a posé ici. Voilà, ça c'est beaucoup plus puissant qu'un ravalement. Mais là on a un premier signal qui est encourageant. Maintenant, comme je dis, ça va dépendre de votre profil, de votre exposition, de votre tolérance au risque, et c'est à vous de vous adapter en fonction de votre profil et du marché, ce que vous avez sous les yeux. Ouais, comme je dis, on peut être dans une zone où chercher des longues, ça peut être intéressant. Voilà, chercher des longues sur du daily weekly, d'accord, surtout sur du weekly, d'accord, avec une zone d'invalidation si on a une clôture en dessous de ce niveau-là, et venir TP, voilà, cette zone de résistance, ça peut être une opportunité. Maintenant, toujours ça dépend de votre exposition au marché. Donc là on est sur du trading, hein, sur ce que je vous ai dit, mais plutôt sur de l'investissement, ça dépend comment vous gérez votre balance cash crypto et si vous êtes déjà investi sur le marché ou pas. Donc dans mon cas, je préfère patienter de mon côté. Sur du plus court terme, alors, pareil, c'est pas facile. Pourquoi? Hop, tac. On est, alors on range, d'accord, on est toujours dans ce gros range. On a cassé quand même ce niveau, qui était une grosse zone de résistance, qu'on a flip en support. D'ailleurs, je peux le mettre comme ça. Hop, on voit qu'on est revenu parfaitement faire un pullback sur ce niveau-là. Et là, on est actuellement en train de bloquer sur une autre zone de résistance, qui est un peu la dernière de ce range-là. Si on a une cassure de cette zone et qu'on la flip en support, on aura une petite résistance ici, mais légère. Et ensuite le prochain niveau c'est vers les 29 000 $. Voilà, on peut aller très vite, hein. Si vraiment on commence à s'affranchir de cette résistance, on peut vraiment pousser assez rapidement vers les 29 000 $, qui est une très bonne zone ici, hein, pour prendre des profits. En tout cas, ça sera pas une zone pour chercher des longues, ça sera bien trop tard. Soit on arrive tôt dans le mouvement, soit on fait de la continuation de tendance, mais c'est pas ici qu'on vient se positionner pour chercher à longue. Donc actuellement on est dans une zone où personnellement il y a rien à faire. Soit on s'approche de cette zone de résistance et on a une confirmation pour chercher à short ou prendre des profits si vous êtes déjà long. Et si on revient chercher un pullback ici, pareil, il peut y avoir des setups de long ou une prise de profit si vous êtes short ici. Et si on vient chercher plus bas ici, ça peut être également un niveau qui est à surveiller. Maintenant, pareil sur du court terme, c'est pas facile de prendre des décisions. C'est pour ça en ce moment je surveille plutôt les altcoins que sur le BTC, parce que on est, comme je dis, on est dans une grosse zone d'indécision. Comment je le vois? Déjà d'un point de vue
juste avec les moyennes mobiles, ce que je constate, c'est que on a ici une compression, on revient chercher notre tunnel 4 heures qui avait fait office de résistance par la suite auparavant ici, et voilà, on a une compression sur une grosse zone de résistance. Donc déjà on a notre zone de résistance qu'on a tracée juste avec l'action du prix, et sur nos moyennes mobiles on est également sur une zone de résistance. Et là sur du plus court terme on a une compression avec le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure qui sont également haussiers, d'accord. Ici on a eu un magnifique cassure, un pullback ici où il y avait clairement une opportunité pour faire de la suivi de tendance, et bon ici il y avait un premier signal qui nous montrait qu'on avait un affaiblissement. En général quand on consolide et on casse le tunnel 15 minutes, d'accord, on a une cassure, même quand on a une réintégration, par la suite en général ça nous indique que ok, les vendeurs ils se sont montrés présents, ils ont cassé quand même un assez gros niveau, parce qu'on était en confluence d'ailleurs sur un niveau de support ici sur du court terme. Ça nous indique que potentiellement on est dans un range, et voilà, on est revenu chercher ce niveau là, et actuellement on range sur du plus court terme entre voilà, on a ici nos deux sommets, on a ici un creux, voilà, c'est un plus petit range sur du court terme. Et voilà, on a une compression, comme je l'ai dit, entre le tunnel 4 heures et cette zone de résistance, avec ici le tunnel 15 minutes. Donc c'est pas facile de prendre des décisions, surtout même d'un point de vue order flow, parce que ici j'avais potentiellement une opportunité de short suite à un setup que je n'ai pas pris, et j'ai bien fait de pas le prendre parce que l'order flow me confirmait pas ce que j'avais sous les yeux. J'avais tout simplement une bonne zone de localisation, j'avais une divergence MACD, j'avais une structure en M ici, hop, sommet creux, sommet plus bas, cassure, pullback, et ici il y avait une opportunité de short, et mais le problème c'est l'order flow me confirmait que c'était compliqué de rentrer ici. Qu'est-ce qu'on constate sur l'order flow? On a tout simplement cette tendance haussière qui a bien été suivie côté acheteur. On le voit en fait, l'open interest suit tout simplement le prix. Alors le fait que l'open interest suit le prix, alors l'open interest c'est quoi? C'est tout simplement le cumul d'ouverture de position long et short. Quand vous avez un long qui s'ouvre, l'open interest augmente. Quand vous avez un short qui s'ouvre, l'open interest augmente également. Et quand vous avez des clôtures de position, ça peut être des stop loss, des fermetures manuelles ou des liquidations, l'open interest baisse tout simplement. Donc quand on a comme ça un mouvement à la hausse, et en plus un open interest qui monte, c'est-à-dire qu'on a du soutien. Donc c'est-à-dire que on a des shorters qui rentrent également en position, mais qui font de la contre-tendance, et on a plus de chances de venir les liquider. Donc les shorters qui rentrent ici, on crée des niveaux de liquidation au-dessus, et c'est tant mieux, le fait qu'on a de l'ouverture de position de short dans une tendance haussière, c'est-à-dire qu'on peut les liquider par la suite, et je vous rappelle, un short qui se ferme, c'est un rachat, et ça c'est bullish. Et on a également des longues qui soutiennent le prix, et c'est ce qu'on veut voir lorsqu'on a, alors des fois on a des chutes, c'est normal qu'on a des chutes, c'est des prises de liquidité. Par exemple ici, hop, sur cette mèche, on voit qu'on a une baisse de l'open interest, c'est normal, on vient chercher des niveaux assez importants, et on liquide du monde, il y a des clôtures de position, voilà, c'est normal que ça baisse. Ce qu'il faut constater, c'est, est-ce que ensuite, on a un open interest qui baisse et qui revient pas, qui continue pas sa tendance haussière sur l'open interest, ou est-ce que même qu'on a des phases de range où il se passe pas grand chose, l'open interest soutient. Par exemple ici, pendant cette petite phase de range, qu'est-ce qu'on constate? On a un open interest qui monte. C'est ce qu'on veut. Pendant ici, cette petite phase de range, où on descend même, on a un open interest qui monte. C'est ce qu'on veut. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est après la validation de cette structure en M, ici on avait une baisse, c'est de la liquidation, ça on peut pas savoir qu'on allait rentrer dans un range comme ça, mais là, qu'est-ce qu'on constate? Même pendant cette phase haussière, on a un open interest qui continue à chuter. C'est-à-dire que là, ça nous indique, ok, attention, on a des longues qui ne soutiennent plus cette tendance haussière, d'accord? Les acheteurs ne sont plus présents et ils ne cherchent plus à ouvrir des positions, et même on a une baisse de l'open interest. Donc ça peut être tout simplement des longues qui sont rentrées ici, et qui décident de prendre des profits ici, et ils clôturent automatiquement leur position. Donc là on constate tout simplement sur l'open interest, on n'a pas énormément de soutien, et voilà, ça serait bien avoir une petite hausse de l'open interest avec un prix qui augmente pour montrer qu'on a des soutiens acheteurs et qu'on peut avoir une continuation de cette tendance. Donc voilà, ça c'est, ici on est dans une zone où techniquement c'est également compliqué de chercher à se positionner, parce que voilà, déjà d'un point de vue technique, contradiction assez compliquée, ou alors ça serait vraiment sur du court terme avec un stop loss assez serré, et d'un point de vue order flow, je vois plus trop de soutien des acheteurs. Maintenant, ce que je constate également, c'est qu'on a un funding qui est négatif, et le fait de augmenter comme ça dans une tendance haussière avec un funding qui est négatif, c'est encourageant. Je répète, le marché en général, très souvent, essaye de poser des bottoms, ou pose des bottoms lorsqu'on a un funding négatif. Voilà, on le voit, le crash de FTX, gros funding négatif, ici également sur ce bottom funding négatif. Ici, on a eu un petit funding négatif. Alors, c'était pas le bottom exact, mais ça nous indique que on est dans une zone qui sera sûrement défendue. Alors, quand je dis bottom, c'est pas spécialement repartir to the moon, mais une zone où temporairement, on peut s'attendre à des acheteurs qui se remontent. Ici, également, funding négatif lorsqu'on a posé ce petit bottom. Et là, on retrouve des zones de funding négatif, donc ça, c'est assez encourageant. Et également, sur du plus court terme, là, je retourne en 1 heure. Je constate que on avait ici pas mal d'acheteurs qui se montraient. On voit sur le CVD, notre cumulatif volume delta,
où on a des creux des sommets de plus en plus haut sur le CVD, donc on a tout simplement des acheteurs qui sont présents et qui accompagnent le prix, hein. Ça c'est tout simplement le cumul des volumes delta, donc les acheteurs ou vendeurs agressifs, hein. Techniquement, si on a un CVD qui augmente, on a des acheteurs plus agressifs que les vendeurs, et quand on a un CVD qui baisse, on a des vendeurs plus agressifs que les acheteurs. Quand je dis agressifs, c'est des acheteurs ou des vendeurs qui rentrent direct au marché, pas avec des ordres limites, hein, des ordres qui sont exécutés tout de suite maintenant. C'est ça qui fait bouger le marché, hein. Les ordres limites ne font pas bouger le marché. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est depuis cette phase, on a un marché qui range avec un CVD qui baisse. Donc beaucoup de vendeurs qui essayent de pousser. Ici, on a des vendeurs qui essayent de shorter le marché. Alors le fait qu'on ne fasse pas spécialement de creux plus bas, on a ici une petite mèche, mais ça reste léger comparé au CVD qui fait un creux beaucoup plus bas, ça nous montre que les vendeurs qui shortent ici, ils se font tout simplement absorber par des acheteurs passifs, où là on n'est pas, quand je dis acheteurs passifs, on n'est pas dans des ordres au marché, on n'est pas sur des ordres market, on est tout simplement sur des ordres limites, d'accord, des acheteurs passifs qui sont tout simplement des ordres en attente d'être exécutés, et au moment où les vendeurs agressifs se montent, et on vient fil leur ordre tout simplement. Donc vous voyez, on est dans une situation où prendre des décisions c'est pas facile. Ça dépend comment vous tradez. Soit vous avez, et c'est ce que j'ai de mon côté, ça dépend, dans tous les cas je fais les deux, mais soit vous avez des setups de type un peu robot, voilà, vous agissez comme un robot, c'est-à-dire vous avez votre condition A, B, C, D, si elle est validée, peu importe le marché, peu importe ce que vous avez d'autre sous les yeux, c'est-à-dire même si votre setup vous dit de long et l'order flow vous dit de short, et soit vous agissez comme un robot et vous rentrez en position. Donc ça, dans certains cas, j'ai ce genre de setup, ici il ne s'est pas enclenché sur le BTC, mais ça peut m'arriver, ou soit vous adaptez en fonction de ce que le marché vous donne, c'est-à-dire que vous n'avez pas un setup prédéfini, d'accord, c'est-à-dire alors vous avez votre setup dans votre tête, mais vous pouvez vous adapter en fonction de ce que le marché vous donne. Mais voilà, deux types de traders, soit le trader qui va agir comme un robot, setup A, B, C, D, E, tac, il enclenche sa position, ou soit le trader qui va tout simplement observer ce que le marché lui donne et réagir en conséquence. Donc c'est bien d'avoir les deux. Le second, je vous le conseille beaucoup plus d'agir comme un robot, ça vous évitera de faire beaucoup plus d'erreurs, mais des fois prendre des décisions en fonction de d'autres éléments qu'on peut avoir à côté, ça peut être également quelque chose d'assez intéressant. Mais moi ici, de ce que je vois sous les yeux, je ne chercherai à rien faire sur le BTC. Comme je dis, on est sur résistance, sur support également, sur compression, faible volatilité, on n'a pas une grosse marge entre cette résistance et ce support-là, donc il faut avoir des stop loss assez agressifs. L'order flow ici, ça se contredit un peu, c'est pas facile. Voilà, je vous le dis, c'est pas facile, et quand c'est pas facile, on ne veut pas prendre de décision. En tout cas, on s'assoit sur nos mains et on ne fait rien, on attend une impulsion à la hausse ou à la baisse pour avoir une confirmation, parce que trader, ne pas trader, c'est trader, on n'est pas obligé de toujours chercher à rentrer en position. Voilà, ça c'est pour le BTC. Alors, pour Ether, sur Ether, on est toujours bloqué globalement dans notre range, c'est-à-dire comparé au BTC, où sur le BTC, voilà, on a cassé cette zone de résistance et on a fait un pullback. Lui, sur Ether, il est un peu en retard, vu qu'on est revenu chercher, cette zone de résistance. Donc Ether qui a un peu plus de mal. Donc en général, on cherche à se positionner sur les actifs qui sont forts. Ici, Ether est clairement plus faible que le BTC, et en tout cas on n'a pas de réelle confirmation de break de ce niveau-là. Donc sur Ether c'est un peu plus mou. Pareil, on est revenu chercher notre tunnel 4 heures, on diverge sur du 1 heure ici. Donc personnellement pareil, sur Ether il n'y a pas grand chose à faire, et c'est pour ça que je me concentrais en ce moment plutôt sur des setups un peu plus swing trading, d'accord, que je vais garder plusieurs journées, voire plusieurs semaines en fonction de le marché, comment il va évoluer. Mais ouais, sur Ether ici on n'a pas les setups les plus bullish qui s'enclenchent, même si ici quand même on a une petite divergence haussière qui s'est amorcée, qui est validée, ce qui nous montre un affaiblissement des vendeurs après cette prise de liquidité et cette impulsion à la hausse, d'accord. Mais ce qu'il faudrait observer, c'est si on a un retracement, ok, parce que là on voit le marché s'affaiblit, on peut s'attendre à un retracement. Voilà, les sommets sont de plus en plus hauts, mais on voit que déjà on ne clôture pas au-dessus de ce sommet-là, on vient buter cette zone de résistance, donc potentiellement on pourrait avoir un retracement. Si on retrace, voir si ce creux est défendu, si on vient par exemple chercher une autre zone de rechargement ou nos 0,382, est-ce qu'on aura du soutien des acheteurs qui essaieront de structurer un W. Donc voilà, pour le moment, d'un point de vue continuation de tendance, c'est compliqué parce que on a notre 4 heures qui est baissier, notre 15 minutes et 1 heure qui est haussier. Donc vous voyez, moi j'aime bien en général quand je fais de l'analyse multi-time frame d'avoir toutes les unités de temps, enfin, pas toutes, mais genre 2-3 unités de temps qui sont dans la même direction. Ici on voit que le 4 heures est baissier d'après les moyennes mobiles, mais ici le 1 heure et 15 minutes est aussi, donc compliqué selon moi de se positionner. Par contre, si on a un breakout et qu'on a un pullback au niveau de nos tunnels 15 minutes et 1 heure, on pourrait chercher à short parce qu'on aura tout qui sera aligné.
Alors ça, c'est pour BTC Ether. Je voulais voir également les altcoins que ça donne depuis quelques mois au niveau de l'évolution. Alors faut que je change ça. Alors, ça nous permet de voir globalement, sans aller sur toutes les charts, qui surperforme qui, et les altcoins qui sont plus intéressants pour rentrer en position. Alors, je vais juste voir déjà depuis le dernier mois. On est le 17 septembre, du coup depuis le 17 août à peu près. Ouais, parfait. Alors ça donne quoi? On a TRX qui superforme l'ensemble des altcoins et le BTC. Donc ça c'est intéressant. Et ensuite alors là c'est juste les altcoins top market cap, mais c'est la seule alt qui n'a pas pris cher et même qui surperforme le marché. Après on a juste BTC. C'est intéressant de voir un BTC qui se situe juste ici, alors que quand même depuis un mois, on a une Bitcoin dominance qui est assez faible, même si elle essaye de se reprendre. Moi j'ai l'impression que les altcoins top market cap, ils performent pas tant que ça contre le BTC, mais on a plutôt des altcoins faible market cap qui arrivent à faire des performances assez importantes. Alors ça dépend toujours des altcoins faible market cap, mais ouais, on est dans une Bitcoin dominance qui est toujours en tendance baissière pour le moment, avec des sommets de plus en plus bas. D'ailleurs ça serait bien de ne pas casser ce précédent niveau, sinon ça serait vraiment pas encourageant, et on pourrait avoir un BTC qui superforme encore les altcoins. Comme je l'ai dit, ici on est dans une zone où potentiellement après la cassure de ce niveau-là, on est revenu légèrement chercher cette zone de résistance. On a structuré un M. L'idéal, ça serait d'avoir une confirmation de cassure de ce niveau. Mais on a des altcoins qui sont un peu déchirés comparé au BTC, et on a TRX qui superforme bien. Je vous rappelle, vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sont forts. Alors ça dépend. Si vous voulez faire de la suivi de tendance à la baisse, donc si vous voulez chercher à short, vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sont faibles, donc qui prennent beaucoup plus cher lorsqu'on a des bad news ou lorsque le BTC chute. Et si vous voulez par contre chercher à long, vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sont bien entendu fortes, d'accord. Donc voilà, je ne chercherai pas à long AVAX alors qu'il se fait littéralement déchirer. Alors ça dépend toujours. Là je suis sur un mois. Si vous êtes plutôt sur du court terme, sur de l'intraday, voilà, regardez plutôt sur du court terme. Ok. Et si je regarde depuis le début d'année 2023. Même après cette hausse, on a Sol qui a bien récupéré. Ok, alors attendez, hop, c'est bon, ça s'est actualisé. Il est où Sol? Ok, bon, Sol est parti. On a XLM, BTC. Ok, BTC au vu de comment il a surperformé sur toute cette hausse de 2023, ça m'étonne pas. TRX, ok, qui a bien performé, n'empêche, même si il fait des mouvements très faibles à la baisse, à la hausse, il a fait un plus 54%. XRP Ether. Ok. Alors par contre, Sol qui a disparu, ou alors je le vois pas. Ou alors Sol il est plus haut. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Sol il est plus haut, 93%. Bon, après c'est bien, après son crash le crash de FTX, il a bien performé. Et on a Atom qui prend cher depuis 2023, moins 23%. Après si vous faites du staking à côté, ça fait déjà 9 mois. Bon, voilà, les moins 23%, ils sont déjà, une grosse partie est compensée via le staking, mais bon, c'est pas une raison quand même. Ada, Link, ok. Bon, on voit rapidement les alts qui ont très bien réagi au bottom. Solana, je le compte pas trop, parce que c'est surtout le crash de FTX où on a eu un bon rebond, mais XLM, BTC, TRX, XRP et Ether. Et Algo, il y a, GLD qui a pris cher aussi. Ouais, c'est pas très joli. Donc voilà, ça me permet, moi, je regarde de temps en temps, ça me permet de voir qui surperforme qui, et là où c'est plus intéressant de faire de la continuation de tendance. Par contre, il y en a beaucoup, ils pensent d'une manière où, ok, cette alt a tellement pris cher que je vais rentrer dessus parce que ça veut dire qu'elle va rebondir, ou alors, ok, cette altcoin est en retard, il y a toutes les altcoins qui ont performé, sauf elle, à leur retard, elle va performer. Alors, moi, d'un point de vue trading, je ne pense absolument pas comme ça, et je ne cherche pas à me positionner sur des altcoins qui sont faibles en me disant ok, parce qu'ils sont faibles, ils vont rattraper les autres. C'est pas ma manière de fonctionner de mon côté. Voilà, après chacun sa stratégie, hein. Tant que ça fonctionne, c'est le plus important. Comme je dis, chacun sa méthode, chacun a son setup, chacun a sa stratégie. Le plus important, c'est qu'elle vous donne des résultats. On s'en fout de la manière, tant que vous êtes rentable avec, c'est le plus important. Voilà, donc comme je l'ai dit sur BTC, zone d'indécision, on attendra sûrement moi j'attendrai plutôt un gros breakout à la hausse ou à la baisse pour essayer de me positionner et faire de la suite tendance sur du court terme, hein, sur de l'intraday si on a des pullbacks dans mon tunnel 15 minutes. Et sinon, je me concentrais sur des altcoins comme je vous avais partagé hier sur les plans de la semaine que je surveille, notamment avec Atom, Matic et INJ, et potentiellement d'autres si là je vais continuer cet après-midi à faire de la revue de certaines altcoins sur du court moyen terme, voir s'il peut y avoir des opportunités, et s'il y en a pas, tant pis, on ne tradera pas, on n'est pas obligé de toujours chercher à rentrer en position. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, du marché actuel. Moi, je vois un marché qui freine assez. Voilà, le marché s'est calmé. Ok, on a eu quand même une grosse vague haussière en début 2023.
on a potentiellement des gens qui attendent l'ETF spot qui sera accepté, qui peut être clairement une grosse news qui peut impacter le marché à la hausse sur du long terme. Et on a également le halving qui arrive dans 6 mois à peu près, maintenant ça passe vite, qui est censé arriver vers avril 2024. Donc ouais, c'est dans 6-7 mois. Donc voilà, on patiente, on continue. Ceux qui font du DCA, voilà, comme je vous l'ai dit sur BTC Ether, c'est les seuls actifs où selon moi faire du DCA ça peut être intéressant, mais si vous voulez faire du DCA, faites du DCA optimisé, donc tracez vos zones de support ici, hop, zone de support ici, tac, et zone de support ici, et faites du DCA de manière intelligente et pas du DCA lorsqu'on est sur résistance comme ici. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.